étranglement. Je parlais donc de bouquin de Kirk Quickly qui raconte cette puissance anglo-saxonne, anglo-américaine, de ses liens avec les Rothschild, avec le monde juif. Et là, on commence à comprendre, à percevoir qu'il y a des communions de pensée, tournes d'esprit communes. Et la bascule, elle va se faire au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la Jérusalem hollandaise, avec des Maranes, qui vraiment avaient fait des Pays-Bas la puissance, enfin Wall Street et la City réunie, Amsterdam. Oliver Cromwell, il a un idéal. Il voit cette puissance financière aux Pays-Bas et il veut procéder à une bascule. Il veut qu'il y ait une forme de détournement du flux financier d'Amsterdam vers la City et faire de Londres la capitale mondiale de la finance. Bon. Et il y a un événement qui va se produire et qui va être la bascule. Je vous ai parlé des Maranes. Eh bien, l'influence des Maranes dans la vie politique hollandaise et anglaise va se manifester de la manière la plus, j'allais dire, grandiose possible. Et là, je me réfère toujours au bouquin de Cecil Rhodes, Histoire des Maranes. Vous avez un Marane, un navigateur Marane qui s'appelait Antonio de Montesinos, de son vrai nom, Aaron Lévy, qui revient d'un long voyage en 1642, le long des côtes de l'Amérique du Sud, de l'équateur, du l'équateur. Il revient aux Pays-Bas et il balance une information, une véritable bombe pour l'époque. Il proclame et jure solennellement qu'il a trouvé au niveau de l'équateur actuel 2 tribus perdues d'Israël, tribus de Lévi et de Ruben. Ça fait un boom, car à l'époque, on pensait que les populations juives c'était l'Europe, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, enfin la Palestine, et la péninsule arabique, mais le Nouveau Monde, l'Amérique du Sud, impossible. Eh bien, lui, il jure solennellement. Prétendu tribu juive. Bon, plus c'est lourd, ça passe. Mais enfin, cette chose-là est reconnue et acceptée par le grand rabbin de l'époque, hollandais, le rabbin Menasseh Ben Israël, qui est littéralement bouleversé par cette information, car il croit à cette révélation, si je puis dire, les guillemets là, donc de présence de tribus juives, Ruben et Lévi en Amérique du Sud, prétendu, et il est tellement retourné par cette histoire qu'en 1650, il écrit un ouvrage philosophique intitulé L'espoir d'Israël. Et alors là, je demande vraiment aux auditeurs de bien écouter parce qu'ils vont avoir l'explication de la situation actuelle, comment elle est née. Cette alliance entre le monde juif avec sa finance et le monde anglo-saxon, avec l'aspect messianique, c'est pourquoi j'étais obligé d'évoquer tous ces sujets qui ont nourri le monde juif et le monde anglais. Donc, dans son ouvrage philosophique de l'espoir d'Israël de 1650, le rabbin Menasseh Ben Israël dit ceci. Nous avons des populations juives dispersées en Europe, l'ancien monde. Nous venons d'apprendre que des populations juives, prétendues juives en fait, mais à l'époque ils le croyaient, que des populations juives existent en Amérique du Sud, les tribus de Lévi et de Ruben. Or, ajoute le rabbin Menasseh Ben Israël, le prophète Daniel a dit que la délivrance messianique se fera quand tous les juifs seront répartis et répandus sur la planète entière. Donc ce rabbin Menasseh Ben Israël dit, fantastique, ça y est, sa délivrance messianique, elle va se faire puisqu'il y a des juifs dans l'ancien monde, il y a des juifs dans le nouveau monde, et il s'arrête. Ah, sauf un endroit. Il n'y a pas de juifs en Angleterre. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début, les juifs ont été expulsés d'Angleterre avec Édouard Ier en 1290. Et que donc, qu'est-ce qu'il dit ce rabbin Menasseh Ben Israël? Pour parfaire ces affirmations bibliques, prophète Daniel, mais vous avez aussi le Deutéronome qui en dit 28-64 je crois, enfin peu importe. Vous avez donc ce rabbin Menasseh Ben Israël qui dit, pour parfaire ces affirmations bibliques et permettre l'émancipation du peuple juif, pour qu'il y ait vraiment un peuplement juif partout dans le monde, il manque plus que l'Angleterre, il faut un peuplement juif en Angleterre, donc il faut que les mesures d'expulsion de 290 soient abrogées. Et pour cela, le rabbin Menasseh Ben Israël va s'adresser à Cromwell. Cromwell aurait été un catholique convaincu, eh ben, il aurait envoyé sur les roses le rabbin, mais compte tenu qu'il était protestant, puritain, adepte de l'Ancien Testament, comme les Juifs, il y avait donc une communion de pensée. Il faut toujours avoir à l'esprit que la mentalité et les référents religieux et philosophiques ont un impact matériel. Et parce que Cromwell avait le même idéal religieux que les Juifs, il y avait une compréhension. Et
il va y avoir des tractations entre les représentants juifs côté hollandais avec Menasseh ben Israël et le Cromwell et ses bras droits pour favoriser le retour des juifs en Angleterre, chose qui va être acquise en 1656, puisqu'il va avoir l'accord, le feu vert donné par Cromwell pour faire revenir les populations juives. Alors, je vais citer simplement la phrase de Cecil Rhodes. Je cite Cecil Rhodes, Cromwell préféra la solution officieuse de la connivence, sans avoir à faire de déclaration officielle. Il permettait ainsi aux personnes qui se trouvaient déjà dans le pays, ou à ceux qui voulaient le suivre d'y rester sans être inquiétés. Et Cecil Rhodes précise que en 1673, la liberté de culte pour les Juifs est reconnue et, chose très intéressante, la fameuse dynastie de Guillaume d'Orange qui s'installe en Angleterre en 1788, va avoir le soutien de riches juifs portugais, et c'est ce que raconte Cecil Rhodes. Il dit en particulier ceci: Antonio Isaac Lopez Suasso de la Haye reçut le titre de baron d'Avernas le Gras pour service rendu à Charles d'Espagne. Le dévouement de son fils, qui avança 2 millions de florins à la maison d'Orange, contribua largement au succès de Guillaume III dans son expédition anglaise en 1688, Histoire des Maranes, page 242. Donc c'est très intéressant de voir comme la finance juive de l'époque a soutenu l'installation définitive d'une monarchie protestante d'inspiration judaïsante en Angleterre. Et donc grâce à Cromwell, vous avez scellé d'une manière définitive une alliance judéo-anglo-protestante sur fond de messianisme juif. Et tout ce qui existe aujourd'hui n'est que la conséquence de tous ces travaux, ça découle, ouais. Voilà, et de l'accouchement qui a eu lieu avec Cromwell et Menasseh ben Israël. Donc c'est vraiment un élément capital à connaître, car on connaît, grâce à ces travaux et à ce que je racontais dans l'avant-propos de bouquin de Quickley, les origines profondes qui expliquent ensuite la situation actuelle. Et en plus, on peut parler aussi d'un basculement de la finance. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une bascule de la finance d'Amsterdam vers la City, et depuis la City, et comme par hasard, la première banque, la Banque d'Angleterre, a été créée dans les années qui ont suivi, je crois en 1694. C'est très logique. Donc, tout se suit parfaitement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, il y a une chose que je tiens à évoquer. Je me rapproche de la fin, entre guillemets, mais enfin, il faut l'évoquer parce que quand Quickley parle donc de ces élites anglo-américaines, de la haute bourgeoisie, de l'aristocratie, ces gens-là étaient liés entre eux par des liens d'amitié, des liens professionnels, par des mariages. Donc, en fait, ils fonctionnaient en interne. Mais il y a une chose qu'il faut évoquer qui est très intéressante, qui, sur le coup, peut peut-être étonner, mais vous allez voir ensuite les répercussions, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'évoquerai un sujet qui fera sursauter quelques-uns, mais il faut d'abord évoquer et passer par ce point-là, en citant le livre d'Arthur Koestler sur les Khazars. Ces Khazars, ce sont ces populations turcophones qui occupaient une partie de l'Ukraine jusqu'à peu près le Caucase. Et ces populations turcophones, caucasiennes, étaient de religion, enfin, obéissaient au chamanisme. C'était donc la religion des anges, des esprits. Et évidemment, du fait de cette structure religieuse, eh bien, il s'est produit une chose très intéressante à partir de 740, comme le rapporte Arthur Koestler dans son livre « 13e tribu d'Israël », il y a eu une bascule des Khazars vers le judaïsme. Et c'est très intéressant de voir comme ces Khazars, étalés sur des dizaines d'années, sont devenus juifs. Et, chose très intéressante, ces populations, donc, s'ils sont devenus juifs, à l'origine, ce ne sont pas des sémites. D'accord ? Et, chose très intéressante, Arthur Koestler raconte que, suite à l'invasion mongole qui va avoir lieu au XIIIe siècle, je rappelle que l'invasion mongole est allée jusqu'en 1242 à Leknitz, qui maintenant s'appelle Leknica en Pologne. Du fait de l'invasion mongole, ces populations khazars qui se sont converties au judaïsme talmudique et qui l'ont fait d'autant plus facilement qu'ils obéissaient donc au chamanisme, se sont réfugiés essentiellement en Pologne, un peu en Hongrie, mais aussi en Lituanie. Et ce sont ces populations-là qui ont donné ce qu'on appelait les Ashkénazes. Bon. Donc, si on suit les travaux d'Arthur Koestler, les Ashkénazes,
ne descendent pas de sémites comme les séfarades, mais de populations turcophones venant d'Ukraine et du Caucase. Alors, des doutes ont été émis par certains, et même des doutes, des rejets violents. Il y a eu des auteurs qui ont quand même soutenu et appuyé en grande partie le travaux d'Arthur Koestler. Je pense à un universitaire israélien qui s'appelle Shlomo Sand. Mais, il y a quand même une chose qui est très intéressante, et là je donne les références, c'est que maintenant vous avez ce qu'on appelle les études de génétique, qui permettent, de manière scientifique, précise, carrée, de donner des résultats qui permettent d'éviter le baratin des bouquins de 400 pages. Et vous avez un généticien américain qui est d'origine juive qui s'appelle Eran Elhek. Alors Eran s'écrit E-R-A-N, Elhek, E-L-H-A-I-K. Et c'est un généticien de Baltimore qui a publié une étude qui est sortie dans la revue scientifique d'Oxford, revue du 17 janvier 2013, où il dit, en gros, je résume, et pour ceux qui seront curieux, ils iront voir, eh bien, il prouve par ses études génétiques que il n'y a pas d'origine sémitique chez les Ashkénazes, mais qu'ils sont d'origine caucasienne, turcophone, et que donc, alors ça c'est ce que disent certains, et que ça pourrait remettre en cause l'existence d'Israël, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sémite, Israël n'aurait pas le droit d'exister, puisque finalement Israël, qui a été créé en 1948, existe parce que, au nom de la tradition du peuple juif qui a perduré au cours des siècles et des millénaires. Or, si ce peuple juif n'est pas d'origine sémitique comme c'est le cas avec les Ashkénazes, eh bien, dans ce cas-là, que vaut donc l'existence de l'État d'Israël? Donc, vous avez des polémiques. Je ne fais que reprendre les propos tenus par certaines personnes, mais ce généticien Eran Elhek a apporté des informations de première main. Alors, pourquoi je parle de ces Khazars devenus Ashkénazes et qui se sont établis essentiellement en Europe centrale? Eh bien, parce que vous avez eu, et là il faut rebondir sur un autre point, des événements qui ont eu un impact très important pour donc les élites anglo-saxonnes. C'est que vous avez eu deux branches du judaïsme qu'on peut appeler des branches protestantes, une au XVIIe siècle et l'autre au XVIIIe. La première, c'est ce qu'on appelait Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi, c'est un juif, un rabbin de Smyrne qui s'est prétendu être le Messie. On est dans les années 1660 par là. Et en fait, il a été soutenu aussi énormément par son Pygmalion qui s'appelait Nathan de Gaza. Et il a soulevé, et Cécile Roth en parle entre autres dans son histoire des Maranes, il a soulevé un enthousiasme parce qu'il s'est présenté comme le Messie. Et il y a eu une terrible désillusion parmi les Juifs parce que Sabbatai Tzvi, lui et beaucoup de ses amis, se sont convertis en 1666 à l'islam. Et ça crée un choc dans les communautés juives d'Europe, parce que beaucoup croyaient vraiment en l'arrivée du Messie en la personne de Sabbatai Tzvi. Et ces conversions musulmanes de ces juifs, qu'on a appelées les Domnais, eh bien, ont été des conversions fausses, un peu comme les Maranes. On retrouve la même idée. Et je vais donner, ou plutôt citer, les propos de Gershom Scholem, toujours dans son livre Le messianisme juif essai sur la spiritualité du judaïsme, où il parle entre autres, après la conversion de Sabbatai Tzvi, de la conversion de nombreux juifs de Salonique. Je cite Gershom Scholem. En 1683, plusieurs centaines de familles se convertirent en masse à Salonique. Elles constituèrent la base de ce que les Turcs appelèrent Domnais, littéralement apostats. Les membres de cette secte sabbatéenne, donc Sabbatai Tzvi, sabbatéenne, se présentaient en public comme des musulmans, mais ils demeurèrent toute leur vie crypto-juifs, imitant ainsi Sabbatai Tzvi. Donc c'est très intéressant de voir que dans l'Empire ottoman, vous avez eu des élites musulmanes qui présentaient les apparences de la religion musulmane, du comportement musulman, mais qui en fait étaient des juifs restant fidèles à un certain idéal. Et c'est allé très loin, puisque Gershom Scholem, toujours dans le même ouvrage, cite les jeunes Turcs, le comité Union et Progrès, qui a pris le pouvoir dans l'Empire ottoman en 1913, et qui en fait était composé énormément de Domnais. Et comme par hasard, ce comité Union et Progrès, les jeunes Turcs, était animé de l'idéal des principes de 89. Ce qui est logique, puisque, avec ce que j'ai raconté, ils n'allaient pas remettre à l'honneur les principes de la monarchie de Clovis. Bon. Et que dit Gershom Scholem sur les Domnais et de leur rôle dans le monde ottoman, dans le monde turc? Je cite Gershom Scholem. Les Domnais ont joué un rôle important dans les débuts du comité Union et Progrès
organisation du mouvement jeune turc qui a eu son origine à Salonique. Salonique est vraiment une importance importante. La mère de Nicolas Sarkozy est d'origine Salonique. Bon. Donc tout le monde en a profité. Je continue la citation de Gershom Scholem. On a la preuve que David Bey, B-E-Y, un des 3 ministres du premier gouvernement jeune turc et chef important du parti jeune turc, était un Dömnay. Il faut mentionner ici que la plupart des familles Dömnay prenaient grand soin de maintenir leur tradition familiale et qu'elles avaient coutume de donner en secret à leurs enfants des prénoms et noms en hébreu et en judéo-espagnol, en plus de leurs prénoms et noms turcs officiels. Page 239 du livre de Gershom Scholem, Le messianisme juif. Donc c'est très intéressant de voir ça, parce que ces Dömnay, qui avaient une présentation musulmane, et qui étaient donc au sein du gouvernement comité jeune turc, à partir de 1913, ce sont les mêmes qu'on retrouve en 1915. Au moment du génocide arménien. Et donc j'invite les Arméniens à s'intéresser au sujet et à voir les coulisses. Car après tout, je reprends ce que dit Gershom Scholem, le messianisme juif s'appuie sur les cataclysmes, les révolutions, les catastrophes, les douleurs de l'enfantement. Donc je demande simplement aux Arméniens de s'intéresser aux Dömnay, aux Sabbatéens. C'est très intéressant de voir ça, parce que parallèlement à Sabbatai au XVIIe siècle, vous avez la même chose un siècle plus tard avec Jacob Frank, qui est mort en 1791, qui lui se situait au niveau de la Pologne, et qui lui aussi était très imprégné de l'idéal de Sabbatai Tzvi, et aussi d'un grand rabbin du XVIe siècle qui s'appelait Isaac Luria, et qui prônait l'idéal du tikkun. Tikkun, littéralement, c'est la réparation. Et cet homme-là, qui a inspiré Sabbatai Tzvi et ensuite Jacob Frank, cet homme-là et ces personnes, finalement, s'appuyaient sur un idéal très particulier qui peut choquer, qui est la rédemption par le chaos, la rédemption par le péché. J'ai cité Gershom Scholem au sujet des catastrophes, des crises, etc., qui permettent de faire venir le Messie. Je ne fais que reprendre les propos. Et tous ces Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, eux, vont aller encore plus loin. Ils partagent le même idéal de l'arrivée messianique, mais ils vont dire que finalement ces catastrophes, ces crises et en tout genre, on peut peut-être favoriser un retour du Messie plus rapidement en mettant de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que, puisque le messianisme est en bout de course, qu'il passe par des catastrophes, eh bien, catastrophes en tout genre, eh bien, multiplions ces catastrophes. Rédemption par le péché, rédemption par le chaos. Et plus on fait le mal, plus on accélère l'arrivée du bien, je mets du bien avec des guillemets. Et je vais citer les propos tenus par Jacob Frank, propos qui viennent du livre de Charles Novak, qui a fait une étude très intéressante sur ce personnage. Et le titre derrière le bouquin, c'est Jacob Frank, le faux Messie. Je cite Jacob Frank, propos présentés dans le bouquin de Charles Novak, page 46. Jacob Frank dit ceci: elle, c'est entendu la religion, n'a pas été donnée aux sages et à l'homme instruit, mais à moi, un ignorant, car le sage élève son regard vers le ciel, où il n'y a rien à voir, donc le nihilisme, rien. Alors que je regarde vers la terre et vois ce que Dieu a fait, je suis venu abolir toutes les lois et les religions et apporter la vie au monde. Ne croyez pas que seuls les Juifs doivent être sauvés, à Dieu ne plaise. Tout le genre humain doit l'être. Pour monter bien haut, il faut d'abord descendre bien bas. Et Charles Novak dit ceci, je cite Novak, en d'autres termes, il veut appliquer le fameux adage talmudique et kabbalistique, page 46. Je continue la citation de Jacob Frank. Donc pour monter bien haut, il faut d'abord descendre bien bas. Je ne suis pas venu pour élever. Je suis venu pour tout détruire et rabaisser toute chose jusqu'à que tout soit englouti si profond qu'il ne puisse descendre plus. La route de l'abîme est terrifiante et effrayante. Donc vous voyez la mentalité de ce personnage, parce que c'est épouvantable, en fait c'est la perversion, c'est du satanisme. Bon. Mais le problème, c'est que lui et ses adeptes, et Charles Novak dit qu'ils étaient entre 10 et 20 000, vont dans les années 1760 se convertir au catholicisme. On est en Pologne. Vont se convertir au catholicisme, mais c'est une fausse conversion. Fausse conversion, c'est-à-dire qu'ils présentent, comme pour les musulmans, enfin juifs, Dömnay, qui présentaient une façade de musulmans, mais qui étaient de faux musulmans, ces gens-là vont présenter une fausse façade de catholicité. Et c'est très intéressant de savoir que cette conversion, fausse conversion, dans le cas de Jacob Frank, il va voir comme parrain Auguste III de Pologne. Et Auguste III de Pologne était le grand-père maternel du roi Louis XVI.
et de ses frères Charles X et Louis XVIII. Et donc c'est très intéressant de comprendre une chose, c'est que la fille d'Auguste III de Pologne, Marie-Joseph de Saxe, a baigné dans cette atmosphère délétère. Et inconsciemment, elle n'a pas voulu, elle a sûrement transmis à ses enfants, et entre autres à Louis XVI, un comportement qui n'était plus celui du lieutenant du Christ. Parce que Louis XVI, et je crois que c'est Jacques Bainville qui disait que de Louis XVI, que c'était le premier démocrate chrétien, Louis XVI a un comportement qui ne correspond plus à l'idéal classique du roi de France, lieutenant du Christ. Dieu sait, j'aime Louis XVI, j'ai participé au bicentenaire de sa mort en 1993, parce que cet homme-là a eu une fin très digne, et que c'était un homme bon, et que j'ai beaucoup d'affection et même d'amour pour le roi Louis XVI, mais on peut regretter, et beaucoup regretter, son comportement d'un homme qui finalement a été contaminé par les idées du XVIIIe siècle, des Lumières, mais aussi par la cour de Versailles, et entre autres par sa mère, qui est issue d'une famille qui avait sympathisé avec les idées pourries d'un Jacques Offrand. Vous savez, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Bon, eh ben, il y a eu des séquelles, et le comportement de Louis XVI peut s'expliquer, entre autres, il n'y a pas que ça, par les origines familiales qui n'étaient pas saines. Vous savez, autrefois on disait que tel jeune homme pouvait épouser telle jeune fille parce que cette jeune fille vient d'une bonne famille, parce qu'on connaissait les parents, on connaissait les grands-parents. Et ben, quand ce sont de bonnes idées, c'est excellent, mais quand ce sont de mauvaises idées, ça se transmet aussi, les mauvaises idées. Et il n'y a pas que l'aspect génétique. Bon. Et donc c'est très intéressant de voir ça, qu'il y a eu une contamination des idées de Franck. Alors, 10 à 20 000 personnes à se convertir qui ont été pour la plupart anoblies et qui ont occupé les postes clés, très souvent. Alors Charles Novak cite des noms. Il cite par exemple Brzezinski, la famille Brzezinski. Alors, il faut être... avec celui qu'on connaît. Alors, il faut être honnête, et Charles Novak précise dans une note de bas de page, une note de bas de page 108 je crois, qu'il n'affirme pas catégoriquement que l'actuel Zbigniew Brzezinski, qui est officiellement citoyen américain et catholique, descend de ces franquistes. À titre personnel, je le crois, parce que pour être à ce point pourri, ça correspond tout à fait à l'idéal franquiste de perversion. Bon, mais par honnêteté, je restitue ce qu'a dit Charles Novak. Mais une chose très intéressante, c'est que Charles Novak parle d'une famille franquiste qui s'appelait les Brandeis. Alors là, je peux affirmer de manière nette, précise, carrée que ce sont d'authentiques descendants de franquistes, parce que vous avez eu, parmi ces franquistes Brandeis au XVIIIe siècle, un descendant qui a émigré aux États-Unis et qui a eu un fils qui s'appelait Louis Brandeis, qui est devenu juge de la Cour suprême des États-Unis et qui a joué un très grand rôle durant la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles plus particulièrement, avec le président Wilson et les Naïbrites, la maçonnerie juive américaine, les fils de l'Alliance, pour la protection des minorités en Europe, les minorités juives, en fait pour préparer l'émiettement des États, parce que ces choses-là se font de manière sur le long terme. Et Louis Brandeis était un descendant de franquistes. Donc c'est très intéressant de voir comment dire l'influence de ces gens à des postes haut placés. Très intéressant de voir que le chef de la communauté, enfin de la représentation au traité de Versailles pour la protection des minorités, qui travaillait donc avec Louis Brandeis, s'appelait Léo Motzkin, et qui a continué son travail dans le cadre de la SDN, la Société des Nations, jusqu'en 1933, et quand il est mort, il a été remplacé par un certain Naum Goldman, qui était un des agents qui a joué un très grand rôle dans la création du Congrès juif mondial. Donc on voit toutes les origines en faveur d'une gouvernance mondiale, mais qui passe aussi par l'émiettement des États, car sous l'apparence de la protection de minorités et du droit à la différence, c'est en fait pour saper l'autorité des États et les concasser. Vous savez, c'est comme pour bien digérer, il faut bien mâcher. Bon, bah là, c'est pareil, il faut concasser les États, et ça passe par la protection de minorités, fausse protection de minorités, pour en fait affaiblir les États. Mais il y a un autre nom que Charles Novak cite, qui est un couple franquiste qui a un lieutenant général qui s'appelait Hans Maurice Hauke, marié à sa femme Sophie, qui était donc franquiste, descendant de juifs faussement convertis au catholicisme. Et là, je reprends le livre de Charles Novak, qui dit qu'il avait plusieurs enfants, dont une petite fille qui s'appelait Julia Hauke. Alors, justement, je préfère qu'on fasse une petite pause
Ah oui. Voilà, avant qu'on aborde justement le cas de Julia, parce que là c'est particulièrement intéressant aussi. En liaison avec Carl Quigley, parce que voilà. Et ben, on fait une petite pause. On revient juste après, et justement, on va expliquer le cas de cette dame très 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 importante pour comprendre la suite. La régie elle est prête, bien sûr. À vous la régie. Voilà, donc de retour, toujours avec Pierre Hillard pour cette troisième partie. Donc, voilà, légère. On a gardé le suspense parce que là, on en était quand même à un moment très, 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 très important. Donc là, je vous invite à bien suivre, justement, le déroulement des prochains événements pour bien comprendre. Donc, parce qu'on en était à la fameuse Julia Hawke. Ah, ok. Alors, pour comprendre Julia Hawke, je fais un petit rappel, le fameux livre, c'est là la caméra, ouais. L'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, où Carl Quigley donc évoque ces élites. Mais il évoque certes les mariages, les travaux de ces gens-là, de ces élites, puisque c'est eux à l'origine entre la création du CFR, du Chatham House, du marché transatlantique, enfin bref, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'était déjà dans les tubes. Mais il y a une tournure d'esprit que je voulais expliquer, et sincèrement je veux bien faire comprendre aux personnes qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas de faire, je veux établir les faits. Qui fait quoi? Ce ne sont pas les bouddhistes, ce ne sont pas les shintoïstes, ce ne sont pas les habitants des îles Fidji, il y a un tel groupe de pensée. Voilà, je m'appuie sur des personnes de référence qui ont fait des travaux tout à fait honorables de qualité. Je vous dis Cécile Roth, Gershom Scholem, et puis des travaux des humanistes, Pétrarque et compagnie. Donc vraiment faire une photo la plus objective possible. Et je suis désolé, quand c'est les propos du messianisme juif définis par Gershom Scholem qui dit que ça passe par des catastrophes, eh bien, je dis que c'est comme ça, et c'est dit d'autant plus par une référence de première main, et qu'il faut toujours, face à la vérité et aux faits, on obéit. On voit les choses non pas en fonction de ses vues, mais en fonction de la vérité. Bon, alors, je citais Julia Hawke. Alors, c'est ce que je veux dire, au début, est cité et répercuté par Charles Novak, son bouquin sur Jacques Frank. Et Charles Novak dit que Julia Hawke, qui donc première moitié du XIXe siècle, était la fille d'un comte franquiste, donc juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Hans Maurice Hauke, H-A-U-K-E. Il le dit, il l'affirme dans son livre, qui est un livre d'érudition, mais il n'apporte pas la preuve. Simplement, il déroule tous les liens et la suite, puisqu'il dit que cette fille de Hans Maurice Hauke, donc Julien, va épouser le prince Alexandre de Hesse. Alors ça, on peut le vérifier de la manière la plus officielle, on peut trouver ça sur Internet, n'importe quel bouquin, c'est le mariage est officiel. Et cette Julia Hawke épouse le prince Alexandre de Hesse, et le frère aîné de ce prince va leur donner un nom, et ce nom, c'est les Battenberg. Nom qui restera jusqu'en 1914. La famille royale d'Angleterre, qui s'appelait les Saxe-Cobourg, ont changé leur nom en Windsor. Eh bien, les Battenberg, en 1914, ont changé leur nom aussi, et c'est devenu les Mountbatten. Donc, quand je dis Battenberg, c'est en fait les Mountbatten. Alors, toujours dans le bouquin de Charles Novak, il explique que les descendants du couple Julia Hawke et du prince Alexandre de Hesse, ils ont 5 enfants, il va y avoir des mariages princiers. Et en particulier, vous allez avoir 2 fils de Julia Hawke qui vont épouser l'un la fille de la reine Victoria et l'autre la petite fille de la reine Victoria. Donc vraiment des mariages avec la famille royale la plus importante de l'époque et encore aujourd'hui, mais encore plus importante puisqu'au XIXe siècle, l'Angleterre est la première puissance économique et militaire de l'époque. Et il donne d'autres noms, il dit il va citer par exemple la petite fille de Julia Hawke, je crois qu'il s'appelait Alice de Battenberg, qui va épouser le prince André de Grèce, et de cette union va naître, parmi tous les enfants, le prince Philippe, l'actuel mari de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Et il continue, et ça c'est très facile à vérifier, il dit entre eux que une des petites filles, qui s'appelait Eugénie Victoria, ou Victoria Eugénie, je ne sais plus, va épouser au début du XXe siècle le roi d'Espagne, Alphonse XIII. Donc tous les descendants bourbons espagnols,
avec le roi d'Espagne actuel, Felipe, sont les descendants de Battenberg, et entre autres, tous les Bourbons espagnols, tous les Bourbons tout court, d'Espagne, sont les descendants de franquistes, et je pense en l'occurrence à Louis XX, le prétendant de la couronne de France, qui descend biologiquement de Léon XIII, donc du mariage de Léon XIII, pardon. C'est le pape. C'est Alphonse XIII, avec une Battenberg. Bon, ça c'est officiel, c'est pas ça le problème. Le problème est ça. Charlemagne ne le dit pas, il n'apporte pas la preuve du lien biologique entre Julia Hauke et ses parents, et d'autant plus, enfin plus exactement, il n'apporte pas la preuve de l'origine juive franquiste de ses parents. Et j'ajoute aussi que parmi les petits-enfants de Julia Hauke, vous avez aussi un Battenberg, qui est en fait un Mountbatten, qui va être le dernier vice-roi des Indes, et qui va Louis Mountbatten, et qui va mourir, qui est né en 1900, et qui est mort en 1979, assassiné sur son bateau par l'IRA. Ouais. Voilà. Et Carroll Quigley, dans son bouquin Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, évoque tous ces gens-là, et on trouve les Mountbatten, qui étaient très liés à cet idéal de gouvernance mondiale, avec des unions continentales devant former l'architecture. Donc il faut comprendre la situation actuelle, mais voir ce qu'ont fait ces gens-là, et leur mariage, et pas n'importe quel mariage, parce que le mariage du prince avec la bergère, ça, chez ces gens-là, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'à un moment donné, Charles Novak, dans son livre sur Jacob Frank, parle de Louis Mountbatten, qui va épouser une juive ashkénaze, et en fait, le père, Ernest Cassel, enfin c'est une demoiselle Cassel, mais la fille en question était la fille de Ernest Cassel, qui était un juif allemand ashkénaze, donc en fait khazar. Là, on commence à rentrer peu à peu. Ça veut dire que les mariages de ces gens-là avec des ashkénazes, c'est en fait des khazars à l'origine. Bon. Et que Soham Cassel, qui était un juif anglais d'origine, donc juif allemande, ashkénaze, travaillait avec l'équipe décrite par Carroll Quigley au sein de la City, avec Cecil Rhodes, Alfred Milner. Donc on voit que ces monarchies britanniques, les membres de la monarchie britannique étaient très liés à ces élites anglo-américaines. Bien. Et la question qu'il faut se poser, mais donc Charles Novak dit que Julia Hauke était la fille du comte franquiste Hans Maurice Hauke. Alors il faut savoir que Hans Maurice Hauke était donc soldat, il était lieutenant général ou général, je ne sais plus, et il va sauver la vie du frère du tsar, je n'ai plus son nom en tête, qui était le gouverneur, le consul de la Pologne. À l'époque, on est dans 1830, la Pologne est une province russe. Il va sauver la vie du tsar en ramassant finalement les coups qui étaient portés sur le frère du tsar, et il va mourir de ses blessures, et la femme du comte Hauke va mourir peu de temps après. Bon, ça c'est l'histoire officielle. Alors, là je vais être très précis, ou plus exactement, je vais rapporter ce que j'ai trouvé, que j'ai cité dans l'avant-propos de bouquin de Quigley. Je vous dis, c'est un avant-propos, en fait c'est une super note de synthèse qui fait 27-28 pages, où j'ai voulu expliquer, en fait, depuis la naissance du christianisme jusqu'à aujourd'hui, l'évolution et les rivalités, et tout ce que je raconte, tout ce que j'ai exposé ce soir, c'est encore plus développé dans l'avant-propos que j'ai vraiment... Bon, bref. Donc, Charles Novak n'apporte pas la preuve que du lien, la preuve que c'était vraiment des franquistes. Alors, il y a, j'ai fait des recherches, un site de généalogie. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai apporté les papiers avec moi, on va les passer ensemble. Un site de généalogie qui traite des personnages historiques comme monsieur et madame tout le monde, et qui donc, par définition, c'est le travail, et de faire des études sur les origines. Ce site de généalogie est américain, il s'appelle GENI, G-E-N-I, qui a été fondé, je crois, en 2006, et qui a son siège en Californie. Chose très intéressante, ce site de généalogie GENI est chapeauté par un autre site de généalogie qui, lui, est israélien, qui s'appelle MyHeritage, mon héritage, et dont le siège est à Yehuda, du côté de Tel Aviv. Bon, donc c'est leur boulot de faire des études et d'expliquer. Eh bien, je suis allé sur le site GENI. Et on va regarder ensemble, comme ça vous allez dire que je n'invente pas. Il y a la page consacrée à, je cite, Julia Golda Broida von Hauke. C'est écrit en noir et en bleu. En bleu, ce sont les zones où on peut cliquer et on peut
avoir d'autres informations. Il est précisé que cette Julia était bien la femme d'Alexandre, prince de Hesse. Alors tout ça c'est en anglais. Hein. Et qu'elle était en plus la sœur de plusieurs, donc elle avait plusieurs frères et sœurs, et au total une famille de 7 enfants. Donc Julia Hauke avait 6 frères et sœurs. Et chose très intéressante, cette Julia Hauke, von Hauke, on donne les noms des parents. Et dans le bouquin de Charnovac, il est précisé que c'est le comte Hans Maurice Hauke. Et là, c'est pas précisé du tout. Il est dit en revanche que Julia von Hauke, son père s'appelait Gershon George Yehuda Brady, B-R-A-D-Y, Brody, B-R-O-D-Y, et que sa mère de Julia s'appelait Faiga Orodenker Brody. Alors, on va commencer par la mère. On clique sur Faiga et la page suivante précise qu'elle était bien la mère de 7 enfants. Et parmi les 7 enfants, il y a la fameuse Julia Golda Brona von Hauke, donc c'est toujours la même. Et qu'elle était bien mariée, cette Faiga, à Gershon George Yehuda Brody, donc c'est le même, le père de Julia. Et qu'elle était donc, Faiga Orodenker, la mère de Julia Hauke, la fille de Joschke Auerbach et de Della Odile Auerbach. Alors, on clique sur Della Odile Auerbach et on tombe sur mère de Faiga Orodenker, c'est la même, et qui a été donc cette Della Odile Auerbach, donc la grand-mère de Julia Hauke, qui était mariée à Joschke Auerbach, d'accord. Et chose très intéressante, la grand-mère de Julia Hauke était la fille du rabbin Narman de Breslov. Et Narman de Breslov, c'est une branche du hassidisme, une branche du judaïsme, du hassidisme. Hassidisme qui est une branche spéciale du judaïsme. Voilà, qui concerne les orthodoxes, l'orthodoxie du judaïsme strict, façon Lubavitch. Bon. Voilà. Et chose très intéressante, donc, ça, quand on reprend, je reprends exactement, je fais que cite et j'enlève rien, je rajoute rien. Ça veut dire que cette Della Odile Auerbach, fille du rabbin Narman de Breslov, du mouvement hassidique, ça veut dire que donc Julia Hauke était l'arrière-petite-fille du rabbin Narman de Breslov, mariée à une demoiselle Sachia. Or, il faut savoir, et je continue parce que c'est la suite, que Narman de Breslov était l'arrière-petit-fils du fondateur du hassidisme, Baal Shem Tov. Donc, je reprends toujours en fonction de ces papiers-là. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. J'ai dit, sinon il faut un travail de mauvaise qualité, mais sûrement pas. Et donc, on reprend, toujours en fonction, en s'appuyant sur les travaux du groupe du site de généalogie Génie. Donc, Julia Hauke est, par sa mère, Faiga, l'arrière-petite-fille du rabbin Narman de Breslov, qui lui-même est l'arrière-petit-fils du fondateur du hassidisme, le rabbin donc Baal Shem Tov, qui est mort au XVIIIe siècle, j'ai plus la date. Bon. Donc, ça veut dire que les descendants de Julia Hauke descendent par la mère de Julia Hauke du fondateur du hassidisme, Baal Shem Tov. Puisque donc, je rappelle, Julia Hauke, arrière-petit-fils de Narman de Breslov, lui-même arrière-petit-fils de Baal Shem Tov, donc les 5 enfants que Julia Hauke a eus avec son mari Alexandre de Hesse, tous ces enfants descendent par la mère du fondateur du hassidisme. Et ce sont ces personnes-là, les descendants, qui ont épousé soit la famille royale d'Angleterre, soit les Bourbons d'Espagne via la petite fille de Julia Hauke, Victoria Eugénie, en épousant Alphonse XIII. Et j'ai vu la mère de Julia Hauke, mais il y a le père, qui s'appelait donc Gershon George Yehuda Brady Brody. Et là, il est précisé qu'il était bien le mari de Faiga et qu'il était le père. Et là, toute une série de noms d'enfants, de 7 enfants, dont Julia Golda Broda von Hauke. On donne les noms des parents de Gershon. Mais chose très intéressante, il y a 5 lignes consacrées à Gershon que je vais lire. Et en fait, les propos que je cite sont répercutés dans l'avant-propos du livre de l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Je cite Génie, je rapporte exactement, c'est en anglais, je traduis. Alors, je rappelle que donc Gershon était le fils de Moshe Moses et sa mère s'appelait Léa Golda. Je cite le passage en question. Au sujet de Gershon George Yehuda Brady Brody, il est dit qu'il est le fils du rabbin Moshe, qu'il prit le nom de George Alexandrovitch Brody, B-R-O-D-Y, et qu'il fut soldat dans l'armée du tsar. Il meurt de ses blessures suite à la guerre russo-perse de 1826. Il s'était marié
avec la petite fille du rabbin Narman de Breslov. Il s'était marié en 1818. Sa femme meurt environ 1 an après lui, laissant de nombreux enfants. Ben oui, il y en avait 7. Les 2 plus jeunes, Golda Julia et Aaron Alexander, furent adoptés par la famille Hauke, une famille catholique d'origine juive franquiste. Donc, en s'appuyant, je ne fais que reprendre exactement les propos de ces travaux, en reprenant ces dires, on a la preuve que Julia Hauke n'était pas la fille biologique du comte Hans Maurice Hauke, qui n'était que le père adoptif, et pareil pour la femme de Hans Maurice Hauke, la mère adoptive, et qu'en fait, elle était, Julia Hauke, biologiquement la descendante de Feiga Rodenker et de Gershon George, et Feiga Rodenker, descendant donc du fondateur du hassidisme. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a eu donc des mariages, parce que c'était voulu, parce qu'il faut une formation intellectuelle pour marquer les gens d'une certaine manière, qu'ils pensent d'une certaine manière, mais aussi des mariages qui permettent une sorte de baptême de sang, d'orienter vers un mode de pensée. Et donc c'est très intéressant de voir ces liens qui sont quand même très intéressants, puisque là j'ai cité Julia Golda, qui donc a été adoptée avec son frère Aaron par la famille Hauke. Et au sujet du frère Alexandre Aaron Brody, là aussi il est précisé que les parents sont les mêmes, c'est les mêmes baratins. Mais là il est précisé pour le frère de Julia, que donc sa mère, il est le dernier de la famille de cet enfant, sa mère meurt peu de temps après sa naissance. Il fut adopté par la famille du général Hans Moritz, enfin John Moritz en anglais, mais Hans Moritz en allemand, à Hauke. Quand il eut environ 3 ans, son père adoptif fut tué en tentant de sauver la vie du grand-duc Constantin de Russie. Et après cela, sa mère adoptive meurt peu de temps après, et il devient pupille du tsar. Parce que finalement, vu que son père adoptif, Hans Maurice, avait essayé de sauver, avait réussi même à sauver le frère du tsar, le tsar, pour le remercier, a fait en sorte que les 2 derniers soient finalement pupilles, je veux dire de la nation, enfin de la nation russe. Et il faut savoir d'ailleurs que Julia Hauke a été dame d'honneur de la tsarine Maria Alexandrovna. Voilà, donc cette jeune femme a été propulsée dans les plus hautes strates de la société russe, et des rencontres, elle a rencontré son futur mari, le prince Alexandre de Hesse. Et il est précisé au sujet donc toujours du frère de Julia Hauke, que donc après avoir été pupille du tsar, il rejoint son grand-père Moshe, le rabbin Moshe, pour devenir juif, rabbin donc juif, et qu'il était secrètement franquiste. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir ces liens du sang qui concernent ces élites anglo-américaines, et entre les élites monarchistes, royales, pardon, je devrais plus le dire royales, anglaises et espagnoles, parce que c'est une manière de faire un baptême de sang pour relier à une certaine philosophie, une vision du monde,